5, 4, 3, 2, 1, top. C'est parti. Bonjour Charlotte Munich. Bonjour Alice Queen. Alors donc, je vais te présenter en quelques mots, mais je voudrais te dire quand même quelque chose, c'est que vraiment je suis une grande chanceuse. Je viens de lire tes deux séries et je me suis tellement régalée et tout de suite après j'enchaîne en te convoquant comme ça, en t'invoquant, comme tu dis. Ah, merci. La magie se réalise et tu es là, tu es sur mon écran et je peux te parler. C'est une chance extraordinaire que j'ai, ouais, vraiment je le souhaite à tout le monde. Lire et ensuite pouvoir parler à l'auteur, c'est génial. Alors, je vais te présenter. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui te connaissent déjà, mais bon, il y en a qui ne te connaissent pas encore. Donc, tu écris des romans très, très, très bizarres, plein de magie. Alors, il y a des monstres partout, des vampires, des succubes, des sorciers, des zombies, des loups-garous, des sirènes, des démons. Il y a un bestiaire surnaturel extraordinaire. Il y a des mythologies qui se pointent, les dieux de l'Olympe, le Walhalla. Enfin bon, bref. Je crois qu'on appelle ça de l'urban fantasy, j'en suis pas sûre, oui. Fantaisie urbaine. Voilà, fantaisie urbaine en français. Je crois qu'il y a quelqu'un qui a lancé aussi le terme de bitlit, mais ça me plaît pas trop, ça. C'est Oui, mais apparemment pas seulement. C'est aussi. C'est pas. C'est ce qui mord. Ah oui, d'accord. Bah, toi, t'en as qui mordent aussi. Twilight, tu vois. Ah oui, c'est Twilight. Oui, d'accord. Ok. Et pas que Twilight, mais c'est plus les bêtes qui mordent. Oui, d'accord. Les bêtes qui mordent, oui, parce que to bite, ça veut dire mordre. Avec souvent un fond de romance, tu vois, paranormal. Oui, d'accord. Non, mais toi, dans tes romans, il y a aussi des vampires quand même, et puis il y a aussi de la romance. Bon, voilà, mais en fait, le mieux, je crois que c'est de ne pas te classer, hein, parce que ta particularité à toi, c'est l'humour, hein, même dans ton roman, dans Convoitise, qui est un peu noir, qui sombre quand même, hein, enfin qui est dur, hein, moi j'ai trouvé dur. Il y a quand même de l'humour noir, justement, il y a de la dérision aussi. Et puis tu as une patte extrêmement virtuose dans l'écriture. Oui, je sais, je vais te faire rougir, Charlotte, mais c'est vrai, tu as beaucoup de talent, c'est virtuose, c'est extraordinaire, voilà, tu écris un peu comme s'il y avait un magicien au-dessus de ton épaule qui te souffle tout. Alors, je trouve une description que tu as faite à la fin d'un de tes bouquins. Alors, tu dis de toi, Charlotte Munich a exercé plusieurs métiers sérieux, de l'informatique à la publicité en passant par le journalisme, et en n'ayant que marginalement recours à la magie. J'en doute. Elle aime les films de guerre et les romans d'amour, les sports d'équipe et la musique de chambre, les gâteaux à 5 étages et les bus à Impérial. Voilà, j'ai adoré cet inventaire. Alors donc je voulais le lire parce que c'est toi, je pense, c'est bien toi. Et puis à la fin d'une nouvelle, tu donnes ton adresse email, mais tu préviens les lecteurs qui t'écriraient que en t'écrivant, ils t'invoquent et ils prennent un risque. Et voilà, et c'est vrai que tu sais, c'est les réseaux sociaux, en fait, tu peux invoquer les gens. Tu mets un arrobase et tu invoques les gens, c'est génial, j'adore. C'est vraiment comme de la magie noire, quoi. Oui, mais même ce qui est pire, alors ce qui est plus désagréable, dans un groupe, il y a des gens qui te font participer à des groupes, qui te rentrent dans les groupes sans te demander ton avis. Ils t'invoquent, comme tu dis. Tu sais que les démons dans les histoires, quand on les invoque, ils sont pas toujours contents d'être convoqués comme ça à un moment où ils n'avaient pas envie ou parmi les gens. Ils ont une vie aussi, quoi. Ils ont autre chose à faire. Oui, et puis c'est pas fort. Quand on m'appelle pour discuter, je suis quand même souvent contente, mais parfois pour faire partie d'un groupe que tu n'aurais peut-être pas choisi, tu vois. Bon, donc oui. Et puis tu t'en rends compte beaucoup plus tard, des fois. De temps en temps, je fais un peu le ménage, moi, mais bon, c'est vrai que c'est pas toujours marrant. Ouais, surtout si c'est pour me vendre un régime, ça marchera pas, les gars. Avec moi, ça marche. Avec moi, tout marche. Vous avez des trucs à vendre, venez me voir. J'achète. Enfin non, je clique pour acheter. Après, heureusement, je vais pas jusqu'au bout. Alors, ouais, je m'arrête à temps. Sinon, mes finances ne survivraient pas. Alors bon, je t'approche, mais je sais en t'approchant que je rentre dans un univers de soufre et de magie. Alors donc, j'ai lu les deux séries. Alors, une est un peu plus noire que l'autre. Voilà. Mais bon, quand on te voit vraiment, Charlotte, je me demande où est-ce que tu caches cette part de monstruosité
où est-ce qu'ils sont tous ces monstres en toi? Parce que tu es mignonne, tu es gentille, tu as l'air bien élevée, tu es une maman en plus, donc Ben, je voilà. fais des efforts, ouais. Je fais des gros efforts pour avoir l'air normal. Ça marche pas toujours. Ça marche très bien. C'est quand on te lit qu'on commence à se poser des questions. Ouais. Ou alors quand on te regarde d'un peu trop près, parce qu'effectivement, comme je te l'ai dit au Salon du Livre cette année, quand on s'est croisés, après plusieurs fois où j'étais assise à côté de toi, je me disais, mais il y a quelque chose dans cette fille, il y a quelque chose dans cette fille. Et eh bien, dans ton regard, il y a une étincelle et je t'ai dit, tu ressembles à Mary Poppins. Donc, je me disais, mais à qui elle me fait penser, à qui elle me fait penser? Et c'est ta façon de me regarder, je sais pas, tu me regardais, et je me suis dit, mais elle me regarde comme Mary Poppins regarde les deux, Avant de les dévorer. Non, pardon. les parents. Ben non, Mary Poppins, elle est gentille, elle Non, dévore elle est gentille, personne. Mary Poppins. Elle dévore personne, mais elle observe un peu, comme un entomologiste, elle observe les insectes, tu vois, elle observe les gens comme ça, bon, voilà. Donc, il y a donc bien du surnaturel en toi. Alors, tes deux séries, il y en a une qui s'appelle Sorcière et chasseur. Il y a Oui. 4 tomes, Convoitise, Harmonie, Silence et Prospérité. Et pour rassurer le lecteur, j'explique, c'est pas ça, c'est des mots qui ont l'air très très sérieux, etc. Mais en fait, ce sont les noms de grimoires Ouais. à chaque fois, hein, d'un grimoire qui joue un rôle dans ce tome. C'est toujours le même personnage qu'on suit sur les 4 tomes, une sorcière qui s'appelle Leila. Elle a hérité de pouvoirs maléfiques, la pauvre, mais elle voudrait bien plutôt faire de la magie blanche, mais elle ne peut pas, parce qu'elle ne peut utiliser que la magie qu'elle connaît et qui est celle dont elle a hérité. Et en plus, elle ne peut même pas ne pas l'utiliser, parce que elle explose. Enfin non, c'est pas elle qui explose, mais il y a une charge de magie qui la remplit, et à un moment donné, quand il y en a trop, ben, ça explose. Et ça fait exploser les gens qu'elle aime, et donc elle peut tuer des proches. Donc, Ouais, elle les foudroie. fallait quand même être Plus assez. s'accumule et elle les foudroie. Et en plus, le problème, c'est que c'est de plus en plus marqué comme phénomène. C'est comme un débordement hormonal, tu vois. Elle est envahie par sa magie et c'est de la magie noire. Et donc, elle essaye de vendre ses services. Tu vois, elle est à Paris, donc aux ambitieux parisiens, aux gens qui tueraient père et mère pour réussir et tout. Donc, elle leur vend des sorts. Elle va éplucher le journal pour trouver les pires monstres du quotidien et leur vendre des sorts de magie noire. Mais elle n'arrive plus à suivre. Il y en a de plus en plus et ça déborde complètement. Oh, c'est absolument. Mais oui, j'étais en train de dire, mais où est-ce que tu as trouvé une idée aussi tordue? Ben, je sais pas. En fait, j'ai retrouvé des notes. Tu sais, parfois on a des disques durs perdus comme des îles des trucs du passé, quoi. Et puis parfois tu tombes dans un trou de souris, et tu retrouves les notes que tu prenais il y a 5 ans ou il y a 15 ans. Et là, je suis tombée sur genre il y avait des milliers de fichiers, je savais même plus que ça existait. Et il y avait des notes et c'était un truc genre de 2011. Et puis il y avait une phrase, c'était genre une créature chassée pour son foie ou sa fourrure. Et en fait, ça vient de là, quoi. Ah oui, d'accord. Ouais. En fait, les sorcières, elles ont des chasseurs aux trousses qui... Dans ton roman, hein, je précise. Ouais, oui. Dans mon roman, oui. Qui veulent les dévorer pour s'approprier leur magie et pour les anéantir parce qu'en fait, le siège de leur magie, c'est leur foie. Et donc, il y a un petit côté cannibale. Donc, comme tu disais, c'est un peu noir. Et... Oui, parce qu'ils font peur, hein, les chasseurs, je le dis tout de suite. Hein. On en rigole là en parlant, mais ils font très très peur. Ils torturent, ils sont méchants, ils sont horribles, ils sont fanatiques. Ouais, non, mais il y a un vrai problème dans la magie en fait, parce que non seulement ces chasseurs leur courent après pour les dévorer, pour les tuer, et donc la seule manière de s'en sortir, c'est de tuer le chasseur. Mais en plus, c'est les seules personnes avec qui elles peuvent se reproduire si elles veulent faire un môme. Il faut qu'elles séduisent le mec qui a été envoyé pour les buter. Donc il y a vraiment un problème dans ce monde. Il y a la magie, il y a quelque chose qui s'est passé dans la magie il y a très longtemps et qui les a tous précipités dans un cercle vicieux. Ne nous dis pas tout, hein. Non, je dis pas tout, c'est l'histoire de la série. Oui. C'est comment, qu'est-ce qui est arrivé à la magie?
cette faille qui s'est passée, comment résoudre cette faille qui s'est produite dans ce monde magique qui est un monde parallèle au même monde dans lequel, parce que il faut dire que voilà, elles vivent dans la vie de tous les jours, hein, elles vivent avec des gens. D'ailleurs, ces gens ordinaires qui lui achètent à Leïla des mauvais sorts, quoi, en fait. Voilà. Mais il faut savoir que dans la vie, il y a des gens comme ça, en vrai, hein. En vrai, hein, ça existe en vrai. Je dis pas que ça existe, que ça marche les mauvais sorts ou les bons sorts et tout, quoique. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des gens qui y croient et qu'il y a des gens qui achètent des mauvais sorts ou des bons sorts, en fait, etc. Ça existe. Donc toi, tu surfes vraiment sur quelque chose, voilà, mais tu inventes tout un... Alors, il y a au milieu de tes personnages une petite fille perdue aussi, qui a touché mon cœur, bien entendu. Elle est absolument géniale. Et puis, on a toujours un peu peur que ce soit une méchante quelque part aussi, parce que quand on voit tes idées tordues, on se dit, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mais en même temps, bon, elle fait craquer parce que c'est une petite fille qui vit dans la rue, qui est toute maigrichonne, qui est abandonnée par sa maman, on ne sait pas pourquoi. Apparemment, la maman est une sorcière qui a été arrêtée par, faite prisonnière par les chasseurs. Si c'est les chasseurs qui l'ont mis le gardien dessus, etc. Voilà, enfin bon, etc. Et puis on a l'impression qu'elle l'a maltraitée peut-être. Est-ce qu'elle l'a maltraitée ou pas? Ou est-ce qu'elle ne fait que l'éduquer pour qu'elle soit apte à survivre dans ce monde, puisqu'elle sera héritière d'une magie aussi? Bon, on ne sait pas. Mais la maman n'est pas nette non plus, ouais. Et voilà, bon, enfin, on évolue entre gens en pas nette. Bon, on va passer à l'autre série qui s'appelle, le titre générique, Vegas Paranormal. Alors après, je te demanderai pourquoi Las Vegas, mais bon, je vais quand même dire les titres parce qu'ils sont vraiment rigolos. Donc le tome 1, c'est 1 pour taper l'eau. Le tome 2, c'est En enfer si j'y suis. Elle va descendre sous Las Vegas et elle va aller en enfer. Et le troisième, c'est Aller à Jacta. Et puis voilà. Et alors là, on est vraiment dans l'état d'esprit de l'héroïne, parce que c'est vraiment sa façon de parler, quoi. Et d'ailleurs, elle termine très souvent ses phrases par et puis voilà, et puis pof, elle fonce dans le tas. Et donc, bon, au bout d'un moment, réfléchir, ça lui prend la tête, quoi. Voilà. Et donc, elle termine en disant bon, et puis voilà, et puis elle y va, quoi. C'est un petit peu ça. Ouais, en fait, elle réfléchit dans l'action, quoi, essentiellement. Oui, en fait. Et un peu, elle teste avant de prendre ce qui est assez sain, en fait. Quand c'est pas très dangereux, quoi. Oui, voilà, et puis ça peut provoquer des catastrophes un petit peu aussi, parce que bon, oui, ben bon, mon personnage Rosie Maldon, elle fonce d'abord, elle réfléchit après. Toi, c'est simultanément, c'est-à-dire qu'au moins l'action lui sert à réfléchir. Donc, on a Mona Harker. Son métier, elle fait plein de métiers pour survivre parce qu'elle n'a pas de rond. Elle vit dans un bunker, tu sais, les endroits que les Américains construisent parfois pour survivre en cas d'attaque nucléaire. 80, tout ça. Oui, voilà. Et c'est d'ailleurs le thème de départ d'une série qui s'appelle Kimmy Schmidt. Tu connais cette série? Oui. Absolument génial. Et donc elle vit là-dedans. Mais elle se définit, elle s'est fixé une mission, c'est tueuse de monstres en tout genre. Mais elle a pas voulu apprendre pour ça, elle a pas voulu faire de formation. C'est-à-dire que ça manque un peu, quoi. Alors je sais qu'il y a tout un sous-genre littéraire qui est en plein boom en ce moment aux États-Unis dans l'urban fantasy, c'est les académies de la magie, tu sais, comme Harry Potter, oui. Mais en version young adult, un peu plus. Oui. Un peu plus. Voilà, un peu moins tout public. Mais bon, là, à Las Vegas, il n'y a pas trop de formation possible, quoi. Donc, c'est un peu l'autodidacte. Oui, voilà, puis elle est pas du genre à suivre de toute façon des conseils ou des... Non, elle est pas trop, non. Les conventions, les réglementations, les conseils, non. Non, ça la gonfle. D'ailleurs, il existe un syndicat de la magie, elle veut pas en faire partie. Bon, après, je vais pas spoiler parce que ça va s'imposer à elle, mais bon, voilà, elle est autodidacte et elle s'auto-proclame tueuse de monstres, voilà. Et c'est sa mission. Donc, elle veut sauver le monde, quoi, en fait, de tous les monstres. Parce qu'elle sait, elle les voit, elle comprend. Dès qu'il y a un meurtre ou quelque chose, elle comprend quand c'est la magie et non pas, voilà.
dès qu'il y a un schizo, elle comprend si c'est en fait quelqu'un qui est habité par des entités et pas, ou un fantôme et pas un simple schizophrène. Donc voilà, elle est franc du collier, elle aime bien en découdre, elle aime bien en fait les bagarres. Et donc elle fait beaucoup de bêtises à cause de ça. Ouais, elle est extrêmement motivée par sa mission qui est de protéger les humains à Las Vegas. Oui. Et en fait, la baston, enfin l'action physique, c'est son happy place, comme ils disent. C'est l'endroit où elle se sent bien. Donc, voilà. Oui. C'est là qu'elle se réalise. Et puis, il faut dire qu'elle n'est pas très grande, elle n'est pas très costaud, forcément, mais c'est un poids plume, quoi. Mais quand elle y va, elle y va. Hein, oui. Et puis, elle est équipée. Elle a un revolver en plastique. Oui, avec un revêtement téflon, oui. imprimé en 3D. Parce que, en fait, si tu veux dissoudre des trucs avec de l'acide sulfurique très, très concentré, il faut du téflon, parce que sinon, ça fait tout fondre, quoi. Ah, d'accord, ok. D'accord, ben oui, sinon oui. Donc, mais par contre, c'est vachement utile dans son boulot parce qu'elle elle dissout les zombies, elle dissout les succubes. Qu'est-ce qui peut résister à l'acide comme ça? Pas grand chose, mais bon, après il y a d'autres méthodes, hein, un peu moins trash. Sans vouloir spoiler, voilà. Mais elle a une routine sportive un peu corsée, quoi. Elle fait du crossfit, du krav maga. Dans son bunker, elle a installé tous les équipements nécessaires pour s'entraîner. Et puis, roule poupoule, quoi. Oui, et puis elle se fait aussi beaucoup aider par des communautés de gens, de complotistes en tout genre, qui voient des complots partout et qui sont des geeks, et qui, grâce à leur paranoïa anti-complot, en fait, finalement, très souvent, mettent le doigt sur les vraies zones bizarres. Oui, ça c'est surtout un prétexte pour moi pour aller sur les sites survivalistes pour voir tout ce qu'ils racontent parce que c'est fascinant. Ah oui, moi aussi j'adore, je passe des heures là-dedans, mais bon, j'ai une petite tendance complotiste aussi. Je pense que tous les écrivains ont un peu ça parce que à force d'envisager toutes les situations rocambolesques et les catastrophes qui pourraient naître de telle ou telle situation, on est câblé pour la catastrophe en fait. Oui, c'est ça, pour la catastrophe et puis aussi pour le double jeu des personnages. Donc moi, dès que quelqu'un me dit quelque chose à la télé ou sur une radio, immédiatement, évidemment, je cherche le double discours, ce qu'il y a entre les lignes, derrière, qu'est-ce qu'il cache, pourquoi il dit ça, en réalité, qu'est-ce qu'il cherche, quel est son vrai but. Et donc forcément, bon, c'est ce que les gens appellent complotisme. En fait, je crois que c'est simplement de la psychologie. Hein. Oui, c'est ça, t'as raison. Oui. De la curiosité, de la psychologie et... les gens sont parfois pas aussi lisses qu'ils le paraissent. Regardez Charlotte Munich. Voilà. Bon, alors, donc, vous avez tous compris, j'adore ce qu'écrit Charlotte et je vous invite à la découvrir. Alors, bon, j'ai oublié de parler des histoires d'amour. Hein. Il y a des histoires d'amour aussi dans tes romans, il y a de la romance. Hein. Donc, il y a toujours un peu... Il y a de l'enquête et de la romance et du fantastique en général. Oui. Voilà. Alors, d'où est venu ton goût pour ce genre-là? Je parie que c'est pas Twilight. Vas-y, explique. Non, c'est pas Twilight. Je sais pas. L'urban fantasy, c'est pas un genre qui est hyper présent en France parce qu'on a plus souscrit à la tradition d'heroic fantasy, de fantasy épique et tout, un peu Tolkien, très masculin, avec les intrigues et les personnages sont très masculins, je trouve. Et l'urban fantasy, c'est un genre qui existe depuis longtemps, mais auquel on n'est pas très exposé et qui est traditionnellement plus, qui fait une place aux héroïnes féminines, un peu rentre dedans, un peu active et proactive, qui mène l'intrigue. Oui, il y a plus de femmes. Il y a des femmes vampires. Regarde ce vieux film avec David Bowie et Catherine Deneuve. Comment s'appelait ce film? Tu vois? C'est magnifique, oui, c'est trois vampires, David Bowie, Catherine Deneuve et cette actrice extraordinaire américaine, bon ça va me revenir, et ce film est superbe, vraiment il est très très esthétique avec des voilages qui volent partout, en fait, etc. Et c'est les relations de ces trois personnages,
qui sont trois vampires. Donc oui, il y a toujours eu des femmes dans les histoires de vampires et aussi les sorcières, bien sûr. C'est un univers féminin et les magiciennes, voilà. Mais on a un peu ça quand même dans Pullman. C'est un univers un peu plus féminin, oui. La boussole d'or, tout ça. Oui. Bon, mais c'est vrai que c'est. Oui, mais enfin, c'est récemment que les femmes ont pris un peu leur place dans le fantastique, quoi. Oui, mais c'était quand même une tradition, mais qui avait été un peu oubliée parce que peut-être c'est des hommes qui se sont emparés de l'écriture et qu'ils en ont moins fait. Mais regarde par exemple, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais celle qui écrit sur les. Ah, je suis bête, j'aurais dû préparer. J'ai aucune mémoire. Oh, vraiment, je suis nulle. Tu sais, sur la légende d'Arthur, etc., mais elle voit tout le côté. Oui. J'ai son livre là parce que j'ai aussi un truc de mémoire sur son. Ah oui, celui-là. Oui, voilà, Avalon, voilà, Marion Bradley, voilà. J'avais le nom Bradley, mais j'avais peur de dire une bêtise. Oui, voilà, tu vois, c'est un univers purement féminin et elle s'en est bien emparée. Après, tu as Ursula Le Guin aussi, elle écrit, voilà. Plus de la science-fiction, enfin non, c'est un peu entre... Oui, non, t'as plus. Non, mais il y a des sorcières dans Ursula Le Guin et c'est vraiment super, quoi. Donc, c'est vrai, mais ça s'est moins vendu et ça... Mais aussi, tu connais, attends. Ah mince, j'ai rangé et je trouve plus rien. Il y a aussi... Marion Robe. Aussi, Octavia Butler. Ah non, je la connais pas. Mais tu me la noteras après. Oui, d'accord. Oui, d'accord, ok. Non, c'est pas récent, mais en fait... c'est pas récent, mais en France, c'est pas très, très développé. Non, voilà. En France, pas trop. Voilà. C'est un peu Tolkien et... Oui. Et vous, les jeunes écrivains qui écrivez dans ce genre maintenant, urban fantasy, vous renouvelez ce genre en fait complètement, quoi. Voilà, on sort de la tradition, on va dire entre guillemets matriarcale et tout, pour rentrer dans un monde complètement actuel mais où les femmes vont prendre leur place, quoi. Voilà. Ah ouais, on essaye de se l'approprier, c'est normal, quoi. Oui. Bon, alors, comment tu trouves tes idées parce que justement, en lisant, c'est le premier truc qu'on a, c'est toutes les 2 pages, parce qu'on se dit, mais comment elle a eu cette idée, Et je pense encore à la dernière nouvelle que je viens de lire de toi, qui fait partie de ce recueil, qui s'appelle comment? Rappelle-moi le titre. 3x2. 3x2, oui. C'est un recueil en collaboration avec Tamara Baliana et Marion Laurent. Oui. Qui sont mes collègues, comme toi, chez Amazon Publishing, dans l'édition commune. Et en fait, on a écrit chacune une novella, un court roman ou une très longue nouvelle, sur le même pitch, sans se concerter, mais avec des personnages qui étaient prénommés pareil, Alex et Camille, et puis... et donc, il y a un cahier des charges de départ. C'est basique. Alex et Camille ratent le dernier train et sont coincés ensemble pour la nuit de la Saint-Jean. Oui, voilà, c'est ça. Et donc toi, tu en fais bien sûr, tu t'en es saisi par rapport à ton univers et chacune de vous avez fait ça. Mais voilà, et donc cette histoire de miroir, en fait, etc. Bon, j'en dis pas plus, mais voilà, à chaque fois qu'on te lit, on est épaté par ça. Donc comment tu fais pour ces idées? En fait, je cherche pas d'idées. Enfin, moi, quand j'écris, je commence un peu à travers champ, et je pense qu'en fait, à un moment, ton subconscient se saisit de l'histoire et commence à balancer des trucs. Et en plus, je m'ennuie pas mal vite. Et du coup, j'ai toujours besoin de petits trucs croustillants à rajouter. Et puis, quand il y a un machin qui arrive par hasard, je l'incorpore, et puis ça crée des nouvelles possibilités. Et en partant de ça, ça part, c'est le hasard et le subconscient et la réalité autour. Et en fait, quand tu réalises, au début, quand on commence à écrire, on pense qu'il faut une grande idée pour écrire une histoire. Et en fait, déjà, il en faut 50 000 parce que un livre, c'est un assemblage de mots et de petites idées et de petits choix. Et après, je trouve qu'on se libère un peu de la tyrannie de l'idée. Et puis, moi, j'essaie juste de raconter des histoires qui m'amusent, quoi. Et après, j'espère que ça amusera aussi les gens. En tout cas, moi, ça m'a amusé aussi. Alors, donc,
Donc, j'avais plein de questions, mais comme tu t'es rendu compte, ça fait déjà une demi-heure qu'on parle, j'arrive pas à le croire. Mais peut-être pas, peut-être c'est avec le bug du début, peut-être ça a mangé 5 minutes. Allez, on a encore du temps. Alors donc, pourquoi est-ce que tu as situé à Las Vegas ta série? Ça, c'est une question qui m'a... En fait, c'est un univers partagé. Vegas Paranormal, c'est héberge 2 séries, en fait, de 2 auteurs. Depuis le jour où, avec mon ami de longue date, Sissi Mahon, qui est aussi auteur d'Urban Fantasy, on a décidé de partager un univers fantastique et de l'implanter à Las Vegas. Parce que Las Vegas, c'est pain béni pour l'Urban Fantasy, parce que c'est une ville qui est tellement aberrante en soi. Tout est énorme et kitsch, et tu vois, on est déjà presque aux frontières du surnaturel. Oui, c'est une espèce de oui, c'est surnaturel. Virage dans le désert, ça n'aurait jamais dû arriver, quoi. Oui. Et en fait, si tu inventes un truc à Las Vegas, t'as 50% de chance que ça soit vrai dans 6 mois, donc c'est top pour de la fiction. Et donc on s'est implanté là-bas, et puis on a 2 séries. Alors elle écrit une série qui s'appelle Club 66, et moi c'est Mona Harker, et on se pique des personnages. C'est une collaboration aussi, mais élargie, quoi. Comme ça on se marche pas sur les pieds, on reste copines, quoi. Mais, ouais, non, mais c'est génial. Bon, ok, donc maintenant j'ai la réponse que je voulais, et je voudrais quand même que tu me dises si tu te souviens de quand tu étais petit, tu as pressenti que tu voulais écrire ou non, ou c'est ça jamais arrivé, comment c'est venu, comment tu as décidé d'écrire? Il y en a plein, en fait. Il y en a eu plein, en fait, des moments, des petits. Enfin, je me rappelle de plein de trucs, tu vois. Avant de savoir écrire, j'essayais déjà d'écrire. Et puis après, j'allais voir ma mère et je lui demandais si j'avais écrit ce truc sur ma feuille, alors que c'était, tu vois, c'était des bâtons, quoi. Après, je me rappelle qu'en CE1, j'ai eu des 0 parce que j'essayais de réécrire les exercices parce qu'ils me saoulaient un peu. C'était genre, fallait prendre la phrase et puis la transposer au négatif. Puis c'était un peu barbant, quoi, tu vois. Et donc, du coup, je réécrivais, puis je mettais des réponses, et puis, tu vois, j'enjolivais un peu. Et puis, il y a plein de petits moments comme ça, et puis ça s'est fait naturellement, quoi. En fait, tu sais, il y a 2 catégories d'écrivains. Il y a les gens qui ont découvert ça l'année dernière et qui ont plongé dedans. Et il y a les gens qui ont toujours fait ça, et tu sais plus trop qui se sont construits là-dessus. Moi, c'est ça. Le moment où je vais lire un extrait de ton livre. Donc, tu as choisi un passage que j'aime bien de la série. On ne pouvait pas tout lire parce qu'en plus on est très bavarde, on a pris beaucoup de temps. Mais un passage de la série Las Vegas Paranormal. Court extrait, parce que c'est vrai que c'est difficile de choisir un extrait assez trop. C'est quelque part au milieu de un pour taper sur l'autre, quand les 2 héros descendent interroger un indique dans un bar souterrain. Dans un bar un peu louche, voilà. Alors, un bar louche qui est... Donc notre héroïne s'appelle Mona Harker. Elle a rencontré un collègue qui s'appelle Seb Person. Elle ignore encore toute l'implication de ce personnage dans son histoire, hein. Et c'est lui qui connaît Take a Chance, c'est le nom du cabaret, et qui l'emmène parce que bon, il y a un prédateur, il faut qu'elle le poursuive, en fait, etc. Et dans ce bar bizarre souterrain, il y a des créatures surnaturelles. C'est littéralement un cabaret underground puisque on est sous la terre, voilà. Alors, le Take a Chance est situé en plein downtown Vegas. Je n'en reviens pas de n'avoir jamais remarqué ce rad alors que je passe littéralement ma vie à sillonner ces rues à la recherche de ghouls et autres succubes à la petite semaine. Je croyais connaître toutes les arnaques et les clubs de striptease du coin, mais apparemment non. Je comprends pourquoi en arrivant à l'adresse indiquée par Google. C'est un trou dans la terre. Je n'exagère pas, l'entrée de mon bunker est 10 000 fois plus grandiose. C'est ici, sérieux, on dirait une plaque d'égout. C'est parce que c'est une plaque d'égout, explique Seb Burke. Il soulève la trappe. Une échelle s'enfonce dans le sol et je descends en faisant bien attention à ne rien toucher. Arrivé en bas, je prends pied sur un quai de pierre au bord duquel roule une rivière d'eau dégueulasse et puante. Je frissonne en regardant le ciel bleu du désert réduit à un disque minuscule très loin au-dessus de moi. « Qu'est-ce que t'en dis ?» demande Seb en atterrissant à côté de moi. «
Sympa, non? Il produit une lampe de lecture LED qu'il allume. Éclairée par cette lueur blafarde, les parois autour de nous semblent encore plus sinistres. Tu viens souvent? J'évite, dit Seb. Ici, c'est un tiers talent, un tiers truand et un tiers charlatan. Le tout à égale proportion, mort ou vivant, ou les deux. Et tu peux partir du principe que 60% d'entre eux au moins veulent te dépouiller de quelque chose de vital. Bref, maugréai-je, il faut un doctorat en maths pour savoir à qui on a en face. Parfois même moi je m'y perds, acquiesce Seb. J'arrive pas à croire que tu saches tous ces trucs sur Vegas et que tu n'en aies jamais rien dit, accusai-je. Parce que toi tu distribues des tracts à tout le monde peut-être. Oh attends, c'est vrai, tu distribues effectivement des tracts à tout le monde, à ce propos. Il t'est jamais venu à l'idée que ça pouvait être dangereux? C'est le but, dis-je, faire reconnaître mon expertise. Mais en fait, attaque-t-il, tu ne sais rien. Tu tapes d'abord et tu réfléchis ensuite. Je me débrouille, grondai-je. Il sourit et plaque sa main dans le creux de mon dos pour me faire avancer, de ce geste gentiment macho qui répand la chaleur dans mon corps et la rébellion dans mon esprit. Je me dégage avec énergie, mais pas assez rapidement. Bas les pattes. Il me regarde apparemment surpris par la vigueur de ma réaction. Convenons d'un truc, personne. Le contact physique dans ma vie est réservé à 2 catégories d'entités. Les monstres que je bousille et les gens à qui je peux faire confiance. Tu te ranges dans quelle famille? Il fait un pas en arrière avec un geste d'apaisement. Je me disais bien. Voilà, on va arrêter là. J'ai un peu mieux... oui, voilà. Bon, je suis très contente. Ce qui m'amuse, c'est que tu ris. Je ris de mes propres pathétiques. Non, c'est pas pathétique, c'est génial. Ça veut dire que ça te fait rire ce que t'écris. Si ça te fait rire, ça en fera rire d'autres. Bon, l'humour, c'est vraiment particulier. Hein. Il y en a que ça fait pas rire quand... oui, c'est ça, oui. Oui, bon, ben, c'est comme ça. C'est un truc, hein. Ouais, faut accepter. Alors, en fait... Moi, je rigole quand j'écris. Quand j'écris, ça me fait marrer. Oui, bah oui, moi aussi. Ben, c'est un peu le but, hein, c'est de se faire rire. Oui, hein, c'est sûr. Ouais. Alors, dis-moi, tu écris où, principe? À quel moment de la journée? Combien de temps tu consacres à l'écriture? Tout ça? Non, peut-être pas. J'écris... j'ai plus de bureau. J'écris sur mon ordinateur. Je suis presque... En fait, j'ai une pile comme ça de cahiers et tout ça dans lesquels j'aimerais bien écrire. Mais en fait, je me sers plus trop de papier. J'ai juste mon ordinateur et c'est un peu nomade, quoi. La table où il y a de la place, où il n'y a pas un empilement comme ça des affaires de mes enfants et tout. Et, ou alors dans le train ou au café, enfin un peu n'importe où, quoi. Oh, quelle chance. Tu arrives à écrire partout, en fait. Ouais, plus ou moins, plus ou moins. Ouais, bon. Et sinon, j'essaie d'écrire le matin, mais j'y arrive pas toujours. Et en fait, c'est toujours pareil. Plus t'as de contraintes, plus t'arrives à produire dans tes contraintes. Oui. Et il faut gérer. C'est ce qu'on sait pas trop quand on passe à plein temps. C'est que t'as plus de temps, mais t'as pas non plus... tout le monde non, surtout si tu as des gosses à la maison et voilà, et donc forcément il y a la maison, il y a les gosses, puis il y a plein de choses à faire. Mais j'ai une copine qui dit toujours en fait, quand j'ai besoin que quelqu'un me consacre un peu de temps, je fais plus confiance aux gens qui me disent j'ai pas de temps mais je vais le faire, qu'aux gens qui disent oui j'ai le temps, vas-y envoie, parce qu'en fait ceux-là ça vient toujours beaucoup plus tard, alors que celui qui a pas de temps, ben, il trouve toujours un petit moment finalement il le cache entre 2 trucs parce qu'il est obligé d'avoir des emplois du temps hyper serrés puis de tout faire, quoi. J'ai le temps, c'est piégeux, puis le temps de toute façon c'est un concept bizarre, hein, parce que parfois le truc que tu peux faire en 2 heures tu le fais en 10 minutes et puis en fait, finalement c'est aussi bien. Et en plus c'est quand ton cerveau est d'accord pour faire un truc, ça va quand même plus vite que quand il est parti sur autre chose, quoi. Oui, c'est vrai aussi. Moi, il fait un peu ce qu'il veut, quoi. Les to-do list, ça marche pas trop bien sur moi, en fait. Oui, moi ça marche parce que je m'y frotte, mais en fait ça marche d'une certaine façon, quoi, finalement. Je les fais, puis après j'essaye plus ou moins de les suivre, puis après je reporte au lendemain. Les to-do list s'éternisent, mais bon. En fait, quand tu reprends tes to-do list d'il y a 6 mois et tu vois que tu as quand même fait les trucs, donc finalement ça marche. Oui, exactement. Même de la semaine dernière, en général, oui, on arrive à les faire. Ah oui, non, moi pas de la semaine dernière. C'est les to-do list de 2013 qu'ils envoient en fait, mais... Ah oui, d'accord, c'est très élastique.
Alors dis-moi, moi je trouve que ton univers, on y est vite addict, hein, et puis à tous ces mondes parallèles, à tous ces monstres, etc. Et j'imagine que toi aussi. Alors, est-ce que tu aurais envie d'écrire dans d'autres genres ou comment tu articules cette histoire de genre? Je devrais planifier, c'est comme ce qu'on disait sur les tout doux, je devrais planifier, mais je suis un peu intuitive et je pars souvent sans plan, donc en fait je sais pas trop où je vais en général, mais ça retombe sur ses pattes en cours de route. Et en général, il y a quand même un élément de fantastique, un élément d'enquête et un élément de romance dans tout ce que j'écris, et ça se mélange à différents dosages, quoi. Donc tu as déjà des genres différents à l'intérieur de ce que tu écris, c'est ça que tu veux dire? Bah, j'écris du fantastique, de la romance et tous les cocktails qui mélangent les deux, quoi. T'as pas le temps de t'ennuyer en fait. Et dans l'urban fantasy, t'as beaucoup de... En fait, c'est le sous-genre qui se rapproche le plus du polar, tu vois, du noir. Parce que t'as toujours des enquêtes, des esprits un peu détectives, quoi. Oui, 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 oui. Oui, oui, donc en fait, tu as tellement de genres en un que tu t'ennuies pas, t'as pas besoin de Ouais, il y a voir tout ce qu'il ailleurs. faut. C'est vrai que c'est complet. Oui, oui, c'est vrai. Alors, est-ce que tu as d'autres projets en ce moment après cette série-là? Je crois que le dernier sort en août, c'est ça? Le dernier Sorcière et Chasseur sort en août. Oui, Donc c'est le 4e et dernier. Donc oui, ça va faire une pile, une jolie pile, quoi. ouais. Et c'est vraiment la fin de la série parce que le problème est résolu à la fin. Pour Mona Harker, j'ai atteint la fin d'un arc. Enfin, il y a un gros problème qui est résolu. Ça pourrait continuer. Après, ça dépendra un peu aussi de plein de trucs. Et je vais lancer une nouvelle série qui est entre l'urban fantasy et la romance fantastique qui se déroule à Paris. On suit une famille de justiciers d'un genre un peu spécial évidemment. Il y a de la romance, il y a un complot à la tête de l'État, il y a... D'accord. Tu as déjà un titre pour celui-là? Je suis pas sûre du titre encore. D'accord. J'ai un titre en tête, mais je sais pas s'il est adapté. Il faut que je teste un peu. D'accord. Ok. Bon, donc on parlera pas du titre pour l'instant. De toute Ouais. façon, voilà, c'est un projet d'écriture. Bon, voilà. Mais Ouais. ça promet. Alors donc, on va terminer cet entretien et on va, en fait, c'est une question un peu rituelle que je demande toujours. Alors, tu peux voilà, tu as le droit au mot de la fin. Ça peut être un conseil d'écriture, ça peut être une devise, peut-être. Ça peut être un secret lié à l'écriture ou à la lecture, ou au livre, au roman, je sais pas, comme tu veux. J'ai un conseil d'écriture qui vous aidera pas trop, mais qui est quand même le meilleur que je puisse donner, qui est d'écrire le plus possible et de pas se laisser arrêter et de finir des histoires et de recommencer. Enfin, d'écrire beaucoup d'histoires pour s'entraîner, quoi. Oui, Parce que c'est comme ça qu'on apprend et qu'on découvre son process. Et c'est énervant quand on commence et qu'on reçoit ce conseil parce que c'est vrai, c'est un peu zen à la noix, quoi. oui, oui. Fais-le et tu le feras, quoi. Mais en même temps, c'est le seul truc qui est vrai pour tout le monde, donc voilà. Oui, avoir des idées, ça suffit pas. Voilà. En fait, c'est un peu donc c'est ça ton secret, tu écris, quoi, en fait. Bah ouais, c'est ça, c'est pas un secret, quoi. Hein. Oui, voilà, c'est un secret inventé. Écoute, merci beaucoup Charlotte de nous avoir consacré tout ce temps. Je suis très très contente. S'il y a des gens qui se demandent pourquoi tu as changé le boucle d'oreille en route, eh ben on dira que c'est un tour de magie, que tu es comme ma sorcière bien-aimée et que tu as froncé ton nez et les boucles d'oreilles ont été changées. Je te fais un gros bisou et voilà, à la prochaine. Hein. Bah oui, à la prochaine. Merci Alice. À bientôt. Je t'embrasse. Alors...